Le genre est passionnant et en même temps c'est très décourageant. Moi, je dois vous dire que quand j'ai commencé ma carrière dans ce domaine, je ne pensais pas qu'à l'heure actuelle, on va encore être là à organiser un atelier de renforcement des capacités d'analyse genre. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et je pense que il y a vraiment un travail important qui va consister à aller au-delà de cette vision du genre comme une question de femme vers une vision du genre comme un raccourci intelligent. Bon, qui je suis démographe de formation. J'étais formée à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et ça fait peut-être 25 ans que je travaille dans le système des Nations Unies. J'ai travaillé avec ONU Femmes pendant 10 ans à dans divers postes, y compris un poste de conseillère genre par rapport au développement durable à New York. J'étais basée pendant 8 ans au siège de l'ONU Femmes à New York, à travailler sur les questions liées à l'autonomisation des femmes rurales dans le contexte du changement climatique. J'ai également travaillé à la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies en Éthiopie. Et dans le cadre de ce travail, j'étais vraiment engagée dans la construction d'un indice de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique. Ça s'appelle IDISA. Et en fait, cet indice renseignait sur le degré de progrès au niveau des questions de genre en ce qui concerne le domaine social, économique et politique. J'ai également, ça fait 7 ans que je suis au niveau de la FAO, d'abord comme fonctionnaire principal genre basé au niveau du bureau régional à Accra. Et j'ai rejoint le siège de la FAO depuis à peu près 5 ans, comme chef d'équipe genre au niveau du siège. Notre organisation, la FAO, considère le genre comme une dimension centrale dans son mandat de réduction, d'élimination de la faim, de la pauvreté et de la malnutrition dans le monde. Donc dans ce cadre, nous avons cette politique genre qui est axée autour de 4 objectifs principaux. Donc le premier objectif, il est lié au droit et à la participation des femmes dans les mécanismes décisionnels qui soient liés à l'élaboration de lois, de politiques et programmes dans le secteur agroalimentaire. Donc nous avons également un deuxième objectif de cette politique genre qui est lié à l'accès aux ressources naturelles et aux moyens de production. Un troisième objectif qui est lié à l'accès et les droits au niveau du marché, au niveau de l'emploi décent et payé. Et nous avons un quatrième objectif qui est plutôt lié à la réduction du travail de femmes. Comme nous savons que le travail qu'elles accomplissent vient avec une grande pénibilité, nous essayons d'autonomiser les femmes à travers des technologies qui puissent réduire la charge de travail, mais aussi des pratiques et innovations, mais également une meilleure répartition des responsabilités des hommes et des femmes par rapport à la charge de gestion du ménage. Voilà, je vais d'abord commencer par mettre un accent sur la contribution importante des femmes dans l'agroalimentaire. Alors cette contribution, elle se fait au niveau des pourcentages importants de femmes qui travaillent dans ce domaine. Nous savons que 66% des emplois des femmes en Afrique subsaharienne
le sont dans l'agroalimentaire. Nous savons également qu'au sein des ménages, les femmes s'occupent vraiment de la nutrition de la famille, des enfants, mais de tous les membres de la famille également. Nous savons également qu'au niveau de la transformation des produits et de la mise au marché, les femmes jouent des rôles essentiels. Et donc, malgré ce rôle essentiel qu'elles jouent, malheureusement, il y a des disparités importantes qui subsistent en termes d'accès et de contrôle sur le foncier, mais aussi l'accès aux services, qu'on parle de services de vulgarisation, de commercialisation, d'information, des services bancaires. Nous avons également un accès au marché qui est un peu plus restreint pour les femmes, mais également l'accès à l'emploi décent et rémunéré, parce que nous savons que les femmes sont prédominantes dans l'emploi saisonnier, dans l'emploi informel, et donc elles ne sont pas tout à fait couvertes par les mécanismes de sécurité sociale. Donc il y a beaucoup de disparités. Nous avons d'une part des contributions importantes et d'autre part des disparités qui empêchent les femmes de jouir du plein potentiel de croissance dans leurs activités dans le secteur agroalimentaire. Donc la FAO travaille à différents niveaux. Donc pour nous, il est important de s'assurer que toutes les politiques, législations, plans d'investissement du secteur puissent vraiment intégrer cette dimension genre, égalité de genre, mais aussi autonomisation des femmes. Mais il faut également des programmes structurants pour les femmes productrices, de manière à combler les inégalités. Donc l'intégration du genre dans tout processus de planification, d'élaboration de programmes et projets, mais aussi de budgétisation, mais également des activités qui ciblent les femmes principalement. Nous avons énormément d'activités sur le terrain. Certaines sont liées à la maîtrise de techniques culturelles, l'introduction d'innovations pour accroître la productivité, réduire la pénibilité du travail, mais aussi améliorer la qualité des produits de manière à répondre aux normes d'hygiène, les normes de certification. Donc nous avons plusieurs programmes. Je vais citer un programme d'autonomisation des femmes dans l'agroalimentaire, dans les petits États insulaires, hein, comme au Cap-Vert. Et par exemple, si je prends l'exemple du Cap-Vert, nous avons vraiment travaillé avec les femmes dans le secteur de la pêche en termes d'équipement, de conservation des produits, de transformation des produits, mais également au niveau politique, en termes d'élaboration d'une stratégie sectorielle sur le genre et la pêche pour le pays, de manière à ce que cette stratégie sectorielle puisse informer les plans d'investissement, l'action parlementaire et d'autres domaines. Donc, nous avons également un programme mondial que nous sommes en train de mettre en œuvre avec ONU Femmes, le FIDA et le PAM dans plusieurs pays dans le monde. Et donc, ce programme, il est lié à accélérer les progrès vers l'autonomisation économique des femmes rurales. Et donc, dans le cadre de ce programme, nous avons plusieurs volets, dont un volet sur la sécurité alimentaire et la nutrition, mais également un volet d'autonomisation économique à travers l'accès aux ressources, mais également beaucoup d'accès sur les évidences, la production de données statistiques et d'informations qui peuvent permettre de mesurer les progrès. Parce que quand nous n'avons pas de situation de référence qui nous renseigne sur l'état actuel des disparités, il est difficile de suivre le progrès dans les différents domaines d'autonomisation des femmes, que ce soit
l'accès aux produits, aux opportunités, mais aussi la charge de travail, mais aussi la possibilité de participer aux différents processus décisionnels liés à la gouvernance du secteur agroalimentaire. Il y a quelques avancées, mais c'est trop lent. L'envergure peut être vraiment beaucoup plus importante. Et de temps en temps, il y a aussi un petit recul. Il y a des droits qu'on pense acquis et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un petit recul. Quand on regarde les chiffres sur la propriété foncière, par exemple, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, encore dans plusieurs pays de la CEDEAO, mais la propriété foncière des femmes n'est même pas 10% à l'heure actuelle, en 2023. Alors que nous savons que les femmes vraiment travaillent beaucoup dans la production, mais aussi dans la transformation, dans la mise à marché. Elles sont vraiment des actrices très dynamiques du développement de nos pays. Mais comme les choses se tiennent, si on n'a pas un titre foncier, on ne peut pas non plus prétendre à un emprunt de grande envergure au niveau des banques commerciales. Donc c'est tout un système qu'il faut vraiment re-questionner, revisiter et transformer les relations au niveau entre les hommes et les femmes de manière à éliminer les inégalités. Et c'est ça le problème, hein? Tout ce qui est lié aux normes sociales, culturelles, socioculturelles, c'est toujours très difficile de les changer. Malheureusement, on se rend compte que beaucoup d'interventions sont encore très projectisées, hein? C'est pas encore assez dans les mécanismes de budgétisation nationale, par exemple. Il y a des projets, mais un projet, il a une durée de vie limitée. Et ce sont des questions qui peuvent être réglées à long terme avec vraiment une mise en œuvre effective. Moi, j'ai vu par exemple pendant le Covid, et là, il y avait une mise en œuvre. On fait un couvre-feu, il y a une mise en œuvre avec des mécanismes de contrôle. Donc, si on appliquait cette même rigueur aux questions de genre, il y a une volonté politique, il y a beaucoup d'engagement politique, il y a beaucoup de déclarations, de lois, de différents documents. Tout ça là est là. Le problème, c'est la mise en œuvre effective, avec des mécanismes de suivi efficaces qui puissent permettre de redresser la barre. Donc, il y a vraiment beaucoup plus à faire au-delà des engagements. Il faut des actions fortes, des investissements forts et soutenus dans le temps à travers les mécanismes de planification et de budgétisation nationaux.